discussions du soir. Les discussions du soir, Lélie Anvar. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette discussion avec Trinh Duan Tuan qui va nous faire voyager ce soir de l'infiniment petit à l'infiniment grand et retour pour nous aider à mieux appréhender la nature du réel qui, malgré les immenses avancées des sciences, relève encore de l'invisible et reste bien mystérieux. Bonsoir Trinh Duan Tuan. Bonsoir. Alors, votre biographie dit que vous êtes astrophysicien et on pourrait, en entendant ce mot, croire que vous ne vous occupez que du ciel et des étoiles. Mais on se rend compte, en vous lisant, qu'il est tout aussi important dans votre discipline de s'intéresser aussi aux phénomènes terrestres de l'infiniment petit. Et peut-être qu'il serait bon, avant que je vous présente plus avant, que vous nous expliquiez ce qu'est un astrophysicien et de quoi il s'occupe. Oui, un astrophysicien s'occupe du ciel, bien sûr. C'est donc le mot dit que j'étudie la physique de l'astronomie. C'est donc mon domaine en particulier, c'est la formation des galaxies, donc des entités comme la Voie lactée, par exemple, qui contiennent des centaines de milliards de soleils liés ensemble par la gravité. Et donc, j'utilise les observations. Donc, j'utilise par exemple les grands télescopes au sol ou des engins spatiaux comme le télescope Hubble, par exemple, pour étudier les propriétés de ces galaxies en captant la lumière qui vient bien sûr des milliards d'années-lumière pour décoder ce code cosmique que la lumière contient, en fait. Donc c'est ça que... Et puis, bon, bien sûr, je suis aussi professeur. Donc, non seulement je fais la recherche, mais je suis professeur. Donc, j'enseigne à des étudiants à l'Université de Virginie. Et puis, ma troisième activité, bien sûr, est celle d'écrire pour le grand public parce que je me considère comme passeur de connaissances. Donc, passer cette connaissance, parce que là, je pense que l'astrophysique a beaucoup à dire sur notre condition humaine, la place de l'homme dans l'univers, etc. Absolument. En fait, vous avez l'art et la manière de rendre accessible au grand public des concepts scientifiques assez difficiles à comprendre habituellement. Vous utilisez pour cela d'ailleurs des exemples de la vie quotidienne ou des métaphores compréhensibles par les profanes que nous sommes. Et pas seulement accessibles, mais je dirais encore plus inspirants. Parce que sans jamais les confondre, bien sûr, vous ne séparez pas les données de la science de la réflexion métaphysique qu'elle engendre, nécessairement, et aussi la dimension poétique qu'elle contient. Comme en témoignent d'ailleurs les titres de votre livre, La Mélodie secrète ou Désir d'infini, tous les deux chez Fayard, ou encore Le Cosmos et le Lotus chez Albin Michel, et le dernier, donc, paru lui aussi chez Albin Michel, La plénitude du vide, expression qui fait immanquablement penser au bouddhisme, bien sûr. Alors pourquoi, après avoir tant écrit sur le cosmos, sur la lumière, sur la nature du réel, sur l'infini, justement, ces infinités qui se présentent à vous quand vous observez l'univers, pourquoi avoir ressenti le besoin de nous livrer une histoire scientifique et métaphysique du vide, c'est-à-dire, au fond, d'écrire un livre sur rien, un peu comme Racine a écrit un livre sur rien, paraît-il, quand il a écrit Bérénice. Non, mais justement, le vide n'est pas rien. Le vide est plein de potentiel. Le vide, en fait, est la matrice de tout. Et en fait, le vide joue maintenant un rôle fondamental dans la cosmologie moderne. En fait, on pense que c'est le vide, un vide rempli d'énergie qui a créé l'univers. Et puis, c'est cette énergie dans ce vide qui a créé toute la matière, dont nous, dans l'univers. Et puis que ce vide aussi est responsable du bang, du Big Bang, c'est-à-dire une grande explosion primordiale il y a 13,8 milliards d'années. Et puis aussi, ce vide semble être responsable aussi de l'accélération, l'expansion de l'univers maintenant. Parce que vous savez, maintenant, l'espace se dilue, les galaxies s'éloignent de nous. Et on pensait, à la fin du siècle dernier, que la gravité étant attractive, cette expansion devrait décélérer. Mais au contraire, les astronomes découvrent que l'expansion est en train d'accélérer. Donc, c'est comme si dans votre voiture, vous voyez, au lieu d'appuyer sur le frein, vous appuyez sur la pédale à gaz, en fait. Et donc, il y a quelque chose, une force antigravité répulsive qui semble donc repousser encore l'espace et l'univers. Et on pense que ça, c'est relié au vide aussi. Donc, le vide joue un rôle très, très, très important dans
dans la cosmologie moderne. Et puis aussi, vous avez mentionné mon livre sur l'infini. Alors en fait, l'infini et le zéro sont intimement liés. Vous voyez, vous prenez n'importe quel nombre, vous divisez par l'infini, vous obtenez zéro. Vous prenez un autre nombre, vous divisez par zéro, vous obtenez l'infini. Donc l'infini et le zéro sont intimement liés. Et ayant écrit un livre sur l'infini, je devais... Vous deviez d'entrer dans le vide. Entrer dans le vide, voilà. Absolument. Et d'ailleurs, vous montrez dans votre livre, qui est vraiment une histoire aussi scientifique de toutes les conceptions du vide, parce que vous venez de dire en fait le vide ce n'est pas rien, mais ce n'était pas évident à certaines époques. Oui. Et vous montrez surtout qu'au tout début, au moment de la naissance de ce que nous appelons la science moderne, c'est-à-dire à l'époque des Grecs, de la grande époque grecque, eh bien les Grecs eux avaient horreur du vide, c'est-à-dire ils avaient une sorte d'effroi et ils ne voulaient pas accepter même que le vide existât ou préexistât ou puisse exister quelque part dans l'univers. Pourquoi, à votre avis, les Grecs avaient une telle terreur, en fait? Parce que on a vraiment l'impression qu'il y a une répugnance profonde. Oui, tout à fait. Parce que je pense ils pensaient que le zéro pouvait créer un désordre social. Vous voyez, donc d'où la fameuse formule d'Aristote qui disait que la nature a horreur du vide. Donc eux, ils pensaient toujours que l'univers partait déjà d'un substrat primordial comme l'air, les fameux 4 éléments. Vous voyez, l'air, la terre, l'eau et le feu. Et Aristote ajouta même un 5e élément, ce qu'on appelle la quintessence, l'éther, qui va d'ailleurs jouer un rôle dans la pensée scientifique. Oui, une belle histoire que vous racontez. Oui. Et donc les Grecs avaient déjà peur de l'infini, et je vous ai dit que l'infini c'est comme le yin et le zéro sont comme le yin et le yang. Donc le zéro, ça entraîne l'effroi du zéro aussi. Et donc vous voyez cet effroi métaphysique du néant, et donc Aristote pensait que le néant pouvait pas exister du tout et que la nature a horreur du vide. Oui, et ce qui est frappant, c'est que déjà à cette époque, justement à l'époque des Grecs, des Grecs antiques bien sûr, nous parlons de cette période de l'âge d'or en fait de la science et de la philosophie grecque. La référence est d'Aristote, alors que Aristote il a écrit une physique, bien sûr, mais c'est quand même un philosophe. Et on voit que à l'aube de notre civilisation, la science et la philosophie, et par conséquent la science et la métaphysique, étaient intimement liées, et pour le meilleur et pour le pire. Quelquefois, la métaphysique permettait de féconder la science, mais quelquefois, justement, par exemple, cette peur métaphysique du vide a bloqué la science, a retardé la science. Oui. Donc, dès le départ, il y a une dialectique permanente entre science et métaphysique, contrairement à ce qu'aujourd'hui certains scientifiques voudraient faire, c'est-à-dire séparer radicalement les deux. Je suppose que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec une séparation radicale des deux domaines. Non, je pense que la philosophie a des choses à dire, et je pense que la science moderne, l'astrophysique moderne a des implications philosophiques et métaphysiques. Elle change notre vision du monde, notre place dans l'univers, et je tiens à faire le lien entre les deux. Bien sûr, il ne faut pas utiliser l'un pour démontrer l'autre, mais ce sont des voies différentes pour regarder le réel. Oui, ce sont des faisceaux d'intuition presque, on a l'impression. C'est ça, comme la spiritualité d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs en vous lisant, souvent, vous ne jumpez pas, vous ne sautez pas dans la conclusion, comme on dirait pour faire un néologisme angliciste. Mais enfin, on sent quand même, quand vous démontrez un certain point scientifique, précisément par exemple sur l'existence ou la non-existence du vide, sur la nature du vide, vous n'allez pas jusqu'à nous donner vos conclusions, mais vous allez jusqu'à nous inviter à nous tirer nous-mêmes les conclusions qui s'imposent devant cette avancée progressive de la science, Trinh Duan Tuan. Oui, tout à fait. Il faut exposer les différents courants de pensée, et bien sûr, je laisse au lecteur le soin de faire la synthèse par lui-même. Je ne me prétends pas gourou ou choses comme ça. Donc, j'expose donc les éléments scientifiques. J'expose aussi les éléments plus philosophiques, plus spirituels. Je parle du taoïsme et du bouddhisme à la fin de mon livre. Je note certaines convergences. Et puis, bon, bien sûr, c'est au lecteur de voir si ces convergences lui vont ou non. Voilà. Ouais. Mais est-ce que vous-même,
le choix de l'astrophysique a été guidé par juste un goût personnel ou aussi par une méditation philosophique plus intime, une recherche de sens en réalité? Bien sûr, je suis le produit de ma culture, mon éducation. Je suis vietnamien d'origine et donc j'ai été élevé dans la tradition bouddhiste et confucienne. Et bien sûr, ça a certainement coloré ma vision du monde. Mais quand j'ai commencé ma carrière d'astrophysicien, bien sûr, je me suis, je pense, consacré entièrement à la science. Et en fait, vous voyez, c'est l'écriture de mon premier ouvrage, La Mélodie secrète, qui a ravivé mes préoccupations métaphysiques, en fait. Parce que, La Mélodie secrète avait pour thème, donc, l'histoire de l'univers et puis la conception de l'homme, que l'homme avait sur l'univers. Et quand on parle de l'univers, on revient nécessairement à l'origine de tout, vous voyez. Et donc, comment l'univers a été créé? Est-ce qu'il y a une intervention divine ou non? Enfin, donc des questions métaphysiques se posaient nécessairement. Et donc, ça m'a ramené sur le terrain de la métaphysique. À partir de là, vous voyez, en même temps, en parallèle à ma recherche, quand j'écris mes ouvrages, il y a toujours des préoccupations métaphysiques et spirituelles qui surgissent. Je les traite aussi, mais je suis toujours très soigneux de dire que je fais pas du concordisme. C'est-à-dire j'utilise pas la science pour démontrer telle et telle spiritualité, telle et telle tradition spirituelle. Le bouddhisme, par exemple, n'a pas besoin, il a 2500 ans, tandis que la science date de la Renaissance, vous voyez. Et inversement, j'utilise pas les traditions spirituelles pour démontrer la science. La science a sa propre méthode, la méthode expérimentale, donc elle n'a besoin d'aucun soutien pour avancer. C'est-à-dire un scientifique qui est athée ou musulman ou chrétien ou catholique fera exactement la même science. Mais pour moi, c'est intéressant de comparer les deux points de vue. Parce que moi, je pense que s'il y a deux systèmes de pensée qui sont cohérents et logiques et qui prétendent décrire la même chose, la réalité ultime dans ce cas, ils doivent se rencontrer quelque part. Parce que s'ils sont complètement orthogonaux, soit l'un des systèmes de pensée est faux, soit les deux sont faux. Donc, c'est un exercice de cohérence intellectuelle, je dirais. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est ça qui est au cœur de votre ouvrage. Vous faites une histoire du vide. Mais en réalité, dans cette histoire du vide, revient à faire aussi une histoire du réel. C'est-à-dire de nous dire qu'est-ce que le réel. Et ce qu'on comprend, c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est le réel si on n'a pas déjà une idée de ce que c'est que le vide, puisque précisément la lumière ne se fait que dans la nuit et voilà. Et finalement, il faut les contraires pour pouvoir percevoir la réalité d'une chose. En l'occurrence, ici, la réalité du réel, si j'ose ce mot. Oui, et le vide est plein. Justement, le vide n'est pas vide, le vide n'est pas néant. Et donc, alors, si le vide n'est pas néant, finalement, Aristote n'avait pas si tort que ça. C'est vrai. Et donc, en fait, maintenant... Parce que toute l'histoire de la science a été construite contre cette idée que Aristote disait qu'il y avait le vide n'existait pas. C'est vrai, il n'avait pas si tort que ça. Maintenant, la mécanique quantique dit que le vide ne peut pas absolument être vide. Vous voyez, quand vous regardez à des dimensions extrêmement petites, de la longueur de plan, donc 10 puissance moins 33 cm, c'est-à-dire le chiffre 1 arrive à être 33 zéros, des dimensions très petites, vous verrez que l'espace se dissout en une mousse quantique, donc même le temps et l'espace n'auront plus de signification d'ailleurs, et puis des particules virtuelles donc apparaissent et disparaissent au gré de cycles de vie et de mort infinitésimalement petits, donc de 10 puissance moins 43 secondes. Vous voyez, donc c'est totalement inimaginable. Voilà. Donc la mécanique quantique, en fait, maintenant, dit que le vide ne pourra jamais être vide. Donc vous voyez, c'est une conception quand même totalement différente d'Aristote. L'Aristote pensait que c'était rempli d'éther, etc. Et l'éther, maintenant, on sait que ça n'existe pas. Ça a été d'ailleurs détruit par Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Il n'y a pas de repère de référentiel absolu, un éther qui englobe tout l'univers. Alors, expliquez peut-être ce qu'on entend par référentiel absolu et pourquoi l'éther jouait le rôle en fait de référentiel absolu. Donc je reviens sur l'évolution de l'idée d'éther dans la science. Au XVIIe siècle, Newton donc propose sa théorie de la gravitation universelle, c'est-à-dire que c'est la même force de gravité qui fait qu'une pomme tombe dans le verger ou la force qui retient la Lune autour de la Terre ou les planètes autour du Soleil.
Et il a besoin d'un médium, d'un substrat, pour transmettre sa force de gravité. Donc, il invoque l'éther, vous voyez, qui vient donc des Grecs. Oui. Au 19e siècle, Maxwell fait la synthèse de l'électricité et du magnétisme, ce qu'on appelle l'électromagnétisme, et il démontre que ces ondes, il y a des ondes électromagnétiques qui se propagent en fait à la vitesse de la lumière. Donc il unifie aussi l'optique, vous voyez. Mais il se demande comment ces ondes vont se propager dans l'espace. Parce que, bon, quand nous voyons des vagues, des ondes, ces vagues se propagent à la surface de l'océan. Mais ici, quel est l'océan dans le cas des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'espace? Alors, de nouveau, il invoque l'éther, vous voyez. Donc, les gens, à la fin du 19e siècle, pensaient qu'il y avait donc un éther qui remplissait l'univers tout entier. Alors, bon, en science, il ne suffit pas d'affirmer. Il faut aussi faire des expériences, des observations pour voir si cet éther existe vraiment. Alors, si l'éther existe, il devrait avoir un vent d'éther. Parce que la Terre, vous voyez, tourne autour du Soleil et donc il y a un mouvement donc, dans l'espace et il devrait se produire un vent d'éther comme, vous voyez, un cycliste qui pédale à travers l'air sans un vent, l'air sur ses joues. Donc, deux physiciens américains, Michelson et Morley, donc, essaient de mesurer ce vent d'éther et on peut le détecter grâce à des variations justement de la vitesse de la lumière dans différentes directions. Et à leur grande surprise, ils ne détectent aucune variation de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est constante, quelle que soit la direction quel que soit l'observateur, quel que soit le mouvement de l'observateur. Donc, c'était un grand puzzle et donc c'est Einstein, donc le génial Einstein qui, en 1915, vient avec sa théorie de la relativité générale qui dit que, bon, puisqu'on ne détecte pas de vent d'éther, bien sûr, l'éther n'existe pas. Donc, la vitesse de la lumière est toujours constante. Vous voyez, quel que soit le mouvement de l'observateur. Donc, il n'y a pas de point de référence absolu. Il n'y a pas un éther qui joue le rôle de repère absolu. Vous voyez. Donc, tout est relatif maintenant. Donc, ce qui est constant, c'est la vitesse de la lumière. Donc, quel que soit le mouvement de l'observateur, il voit toujours la lumière se propager à 300 000 km par seconde. Et ce qui varie, en fait, c'est le temps et l'espace. Vous voyez, quand vous allez très, très vite ou que vous êtes près d'un champ de gravité très, très fort comme celui d'un trou noir, le temps s'allonge, c'est-à-dire qu'il ralentit, et puis l'espace se contracte. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est la relativité. Et donc, Einstein détruit l'éther. Il voit donc un espace lisse et calme, tranquille, vous voyez. Voilà, et il unifie le temps et l'espace, dites-vous. Il unifie le temps et l'espace, mais ce qui nous préoccupe ici, donc l'espace donc est vide, dénué d'éther, et calme et tranquille. Mais ce qui est complètement différent de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la mécanique quantique, qui est l'autre évolution, évolution majeure de la science au début du XXe siècle, qui est donc une mousse quantique. Quand vous allez à des dimensions très très petites, où l'espace se dissout en une mousse quantique avec des fluctuations quantiques, avec des particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent, vous voyez. Et de manière aléatoire, si j'ai bien compris. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un côté imprévisible en fait à ce mouvement. Oui, on peut pas le prédire. C'est-à-dire il y a des probabilités, mais on peut pas prédire qu'une particule soit là ou va apparaître à ce temps ou va disparaître, tout ça, non. Et donc vous voyez, il y a une contradiction entre la relativité et la mécanique quantique, en fait. Et une contradiction qui concerne aussi la notion de vide. De vide, bien sûr. Et parce que le vide, c'est la propriété de l'espace. Je vous ai dit, il est vide à grande échelle, mais quand on va à l'échelle quantique, ça devient des fluctuations, une mousse quantique. Vous voyez, et donc, il faut maintenant unifier ces deux théories. Et on ne sait pas. Ce qu'on appelle une théorie du tout, c'est le Graal des physiciens maintenant, mais on ne sait pas encore le faire. Vous voyez, c'est unifier la relativité avec la mécanique quantique et on ne sait pas faire encore. C'est ce qu'on appelle une théorie de gravité quantique et donc j'espère que la prochaine décennie va avoir des avancées sur ce genre de théorie. Oui. Alors, on va revenir sur cette notion d'unification qui est une quête, en fait, à la fois scientifique et spirituelle. Mais avant, Trinh Xuan Tuan, je vous ai apporté
Un poème auquel vous vous référez très souvent dans ce livre, qui est La nature des choses de Lucrèce. Très beau texte. Très très beau texte. Et là aussi, alors j'allais dire, plus la science a avancé, plus elle est devenue poétique. D'une certaine façon, vous parlez de mousse, on parle de choses comme ça qui évoquent plutôt des images poétiques de la science dure, je dirais. Mais là, dans la nature des choses, déjà, Lucrèce va développer toute une physique, qui est la physique atomiste, en réalité. J'ai choisi de vous apporter la partie la plus poétique de ce poème, qui est juste le début. Et on va voir que Lucrèce, qui pourtant est le poète, presque le dieu des matérialistes, ici en appelle à des forces qui sont des forces divines ou des forces de l'esprit de la nature. Enfin, je ne sais pas exactement ce que ça signifiait pour lui, mais il est certain qu'il y a à la fois le réel tel qu'il est donné, et puis quelque chose qui anime le réel et qui dépasse peut-être les formes visibles. C'est donc le chant 1, et c'est un hymne à Vénus. Mère des Énéades, plaisir des hommes et des dieux, Vénus nourricière, sous les astres glissants du ciel, toi qui peuples la mer, porte-nef, la terre porte fruit, puisque par toi toute espèce des vivants est conçue et voit en s'éveillant la lumière du soleil, toi déesse, toi les vents te fuient les nuées du ciel, à ton apparition. Pour toi la terre industrieuse fait jaillir les fleurs suaves, pour toi rient les eaux de la mer et brille le ciel apaisé d'une lumière étale. Car dès que s'est révélé l'aspect printanier du jour, et que délivré de ses chaînes prend force le souffle fécond de Favonius, d'abord les oiseaux aériens te proclament, toi déesse et ton avancée, frappés dans leur cœur par ta force. Puis sauvages et domestiques, les bêtes parcourent en bondissant les fertiles prairies, et traversent à la nage les rivières ravisseuses, ainsi captifs de ton charme, chacun te suit, par désir, où tu l'entraînes. Des discussions du soir, Lélie Anvar. C'est l'idée que la nature tout entière est animée d'une force vitale, oui. Et que la nature tout entière est aussi issue de cette force vitale. Pour Lucrèce, en fait, il n'y a pas vraiment de vide. Il y a que du plein partout, qui est la force vitale qui anime le monde. Est-ce que je l'ai bien lu, Trinh-Xuan? Oui, tout à fait. Donc, il décrit la beauté du monde, en particulier notre planète et les espèces qui peuplent notre planète et cette vie qui découle donc de l'univers. Oui, donc, mais les deux ne sont pas contradictoires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le vide rempli d'énergie qui est à l'origine, vous voyez, de toute la matière, donc de notre planète et donc de nous-mêmes et de toutes les autres espèces vivantes. Je pense que tout ça, c'est une intuition formidable que la science va préciser beaucoup plus tard. Oui, et d'ailleurs, tout à l'heure, on disait que pour comprendre ce qui se passe dans l'infinité des galaxies, il faut aussi comprendre ce qui se passe au niveau de l'infiniment petit de la matière, et vous insistez beaucoup là-dessus. Tout est interdépendant, vous voyez, voilà. Donc je retrouve l'interdépendance bouddhique dont je parle souvent aussi. Voilà, oui. Et aussi le rapport entre microcosme et macrocosme, qui est une grande affaire spirituelle, c'est finalement. L'infiniment petit rejoint l'infiniment grand. Enfin, c'est l'infiniment petit qui a accouché de l'infiniment grand, vous voyez, donc c'est pourquoi il faut cet besoin d'unification, en fait, de l'infiniment grand avec l'infiniment petit. Voilà, alors dites-nous que ce que l'histoire de notre connaissance de l'atome nous dit justement de cette fonction du vide. Oui. Parce que Lucrèce lui-même soutenait une vision atomiste du monde. Oui, la vision de Démocrite et de Leucippe. Voilà, et comment cette conception de l'atome a évolué. Alors évidemment, on va pas aller le développer très longuement dans votre livre. Ils ont eu déjà, il y a 20 siècles, plus de 20 siècles, cette conception que la matière est faite de particules élémentaires, vous voyez, d'atomes, d'éléments insécables. Et bon, il ne savait pas que, bien sûr, l'atome va être décomposé lui-même en noyau d'atomes, électrons, etc. Et le noyau d'atomes sera fait de protons et de neutrons, et le proton et le neutron sera fait de quarks. Enfin, vous voyez, donc, bien sûr, la science a beaucoup plus précisé les choses. Mais c'était une intuition formidable qui sera vérifiée 20 siècles plus tard par des accélérateurs de particules. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et les atomistes prônaient le vide parce qu'ils pensaient que
les atomes avaient besoin de vide pour bouger dans ce vide. Mais et puis bon, le vide, l'intuition du vide n'est pas si fausse que ça aussi, parce que l'atome lui-même est vide. Vous voyez, parce que en fait, toute la masse de l'atome est concentrée dans ce noyau, et le noyau est très petit par rapport à l'atome entier. En fait, c'est 100 000 fois plus petit le noyau. Vous voyez, donc c'est comme si vous avez une bille d'1 centimètre dans un stade d'1 kilomètre. Vous voyez, regardez. Donc l'atome, donc tout est presque vide. La matière de notre corps, la table, ces murs, tout ça, c'est du presque vide en fait, parce que bon, voilà, il y a un facteur de 100 000 entre la taille du noyau de l'atome et l'atome en entier. Et donc, et il y a du vide entre les parties aussi. Oui, il y a du vide entre les atomes qui sont liés ensemble par des forces électromagnétiques et par les lois, de nouveau, la mécanique quantique. Donc tout ça, c'était une intuition formidable. Oui, et alors après, la science va aller dans ce sens, va préciser tout ça. Oui. Et il se trouve que en vous lisant, je lisais en parallèle pour d'autres raisons professionnelles les Énéades de Plotin. Ça m'a frappé de voir quand vous parlez de l'atome et du fait que, au fond, la matière, ce n'est rien. C'est du vide, avec un petit peu de quelque chose, mais en réalité ce n'est rien. Et en réalité, en théorie, on devrait pouvoir traverser la matière puisqu'elle n'est faite que de vide. Oui, ça m'a fait penser, mais on peut pas. Oui. Mais ça m'a fait penser quand même à toutes ces magnifiques pages de Plotin qui dit que la matière n'est rien, que finalement il n'y a que la forme. Et c'est frappant de voir la parenté entre cette intuition aussi de Plotin et de ce que vous dites il se trouve que je lisais ce chapitre en même temps que je lisais le chapitre sur la matière de Plotin. À nouveau, on voit un philosophe complètement travaillé par la question de la vérité, mais qui se donne la peine d'écrire plusieurs chapitres extrêmement sérieux sur la physique, comme si, et je crois qu'il a raison, et je pense que vous lui donnez raison, comme si on ne peut pas accéder à la vérité si on ne connaît pas la nature même de la matière, Trinh Xuan Thuan. Oui, bon, bien sûr, il faut connaître la nature du monde pour réfléchir sur le monde. Donc, pour moi, comme on l'a dit tout à l'heure, la science et la philosophie vont de pair. Ce qui n'est pas l'avis de tous mes collègues. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que justement la philosophie freine la science, comme l'histoire donc d'Aristote, mais je pense que non, les deux sont. Alors si la matière n'est rien, et selon d'ailleurs dans le bouddhisme et l'hindouisme, c'est ce qu'ils appellent la maya en réalité, c'est cette sorte d'illusion de réalité qui existe dans le monde. Si la matière n'est rien, comment ça se fait qu'elle est quand même quelque chose? Qu'en effet, nous ne puissions pas traverser cette table? Oui, parce à cause des forces qui lient ensemble ces atomes qui sont du presque vides, et puis des lois de la mécanique quantique qui fait que l'atome subsiste, qu'elle s'effondre pas sur lui-même. Oui, mais quand même, vous dites ce n'est rien. Vous dites quand même que scientifiquement, on dit que ce n'est rien. Ça marche, mais ce n'est rien. Ce n'est rien, presque rien. Moi, je dis pas que c'est totalement rien, mais c'est du presque rien. Parce que la nature la matière est tellement concentrée sur le noyau, vous voyez, avec des nuées d'électrons, donc, dans ce tas, d'1 kilomètre. Mais il me semble que, pourquoi je vous ferai réagir là-dessus, c'est parce que je crois que là, il y a un point très essentiel de l'articulation entre le travail spirituel qui consiste à se débarrasser des illusions et le fait que la science nous propose d'aller au-delà de ce que nous percevons. Tout à fait, très souvent, vous en parlez de cela. Voilà. Oui, je pense que il y a une réalité apparente qui est sensible à nos sens, mais aussi une réalité ultime. Et je pense que le bouddhisme et les autres traditions spirituelles parlent aussi de ces deux réalités, la réalité apparente et la réalité ultime. Et la science aussi, bien sûr, a cette réalité. Nos sens, vous savez, avec nos yeux, nous pouvons voir seulement les 2 à 3 000 étoiles au plus à quelques 20 années-lumière.
l'univers des galaxies, de tout ça, ça vous échappera complètement. C'est seulement avec l'invention du télescope, et puis des télescopes qui deviennent de plus en plus grands, et puis avec des télescopes spatiaux comme Hubble que nous avons accès à l'infiniment grand. Oui. Mais la plupart des gens ne voient. Quand vous levez les yeux vers le ciel, vous voyez quoi? Le soleil, la lune, les planètes, et puis les 3000 étoiles les plus brillantes du ciel. Donc, et puis d'ailleurs, on voit le soleil tourner autour de la Terre, d'ailleurs, quand on regarde le ciel. Oui, c'est ça. Donc, vous aurez beau m'expliquer que c'est pas vrai. C'est pourquoi, pendant très longtemps, on pensait que le centre, l'univers était géocentrique, c'est-à-dire tout tournait autour de la Terre, et donc y compris le Soleil. Vous voyez, c'est jusqu'à Copernic, en fait, qui dit qu'en fait, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et non le contraire. Donc, nos sens nous trompent, et la science ne cesse de nous le rappeler. Tout à fait. De même que toutes les grandes sagesses de l'humanité. Tout à fait, tout à fait. Et donc, moi, j'aimerais parler, par exemple, la tradition bouddhiste sur laquelle j'ai été élevé. Donc, elle dit que les choses, on possède la vacuité, vous voyez, la vacuité bouddhique. Et la vacuité, c'est quoi? C'est que les choses ne peuvent pas exister par elles-mêmes. De nouveau, elles sont toujours interdépendantes avec d'autres choses. Si je considère cette table, par exemple, vous voyez, je peux pas, je dois toujours penser au bois à l'arbre dont le bois a été usé pour faire cette table. Et quand je pense à l'arbre, je dois penser au soleil et à la pluie qui ont nourri cet arbre. Je dois penser au charpentier qui a façonné cette table, au boulanger qui a nourri le charpentier, au forgeron qui a fait ses outils. Vous voyez, donc c'est une chaîne infinie de causes, en fait. Donc on ne pourra jamais parler de cette table par elle-même. Vous voyez, ça n'aura aucun sens. C'est toujours interdépendant. Et donc, les choses n'existent pas en elles-mêmes. Donc, c'est pourquoi elles sont vides d'elles-mêmes. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la vacuité bouddhique. Et c'est une conséquence de l'interdépendance des choses. Oui, et c'est aussi lié à la question de l'impermanence. Là aussi, il y a l'intuition bouddhiste rejoint complètement les données de la science. Les données de la science, tout à très moderne, puisque pendant très longtemps, on pensait au contraire que tout était statique et permanent. Oui. Donc, Aristote pensait que le ciel était le domaine de Dieu, et Dieu étant parfait, vous voyez, on ne peut pas améliorer ce qui est déjà parfait. Donc, tout doit être figé complètement. Et donc, ce qu'on appelle l'immuabilité aristotélicienne. Et ça freinait la science pendant très, très, très longtemps aussi, pendant 20 siècles. Parce que, vous savez, c'est très frappant, par exemple, pour moi de voir, par exemple, il y avait en l'an 1554 une supernova, donc c'est l'explosion d'une étoile massive. Et elle était tellement brillante qu'on le voyait de jour. Et les Chinois l'avaient bien sûr mentionné dans leur écrit. Il appelait du très joli nom d'étoile invitée d'ailleurs. Mais nulle mention de ça dans les écrits occidentaux. Pourtant, elle était brillante comme le jour. Alors, les Occidentaux croyaient plus en Aristote qu'en leur propre yeux, vous voyez. Ils pensaient que c'était un phénomène atmosphérique, mais pas du ciel, parce que le ciel devait être parfait et donc ne pas changer du tout, vous voyez. Et donc voilà, donc ça a beaucoup retardé la science en Occident, ce genre de choses, l'immuabilité aristotélicienne. Et donc ça a duré jusqu'à même en 1965 où quand la théorie du Big Bang a été confirmée en quelque sorte par l'observation du rayonnement fossile, donc la chaleur qui reste à l'instant de la création en fait. Et donc à ce moment-là, il y avait encore une théorie, ce qu'on appelle de l'état stationnaire, qui disait qu'en moyenne l'univers ne changeait pas du tout. Vous voyez, qu'elle restait toujours éternellement le même. Maintenant, on sait bien sûr que c'est faux, que l'univers est en constante évolution, qu'il a une histoire. Donc il y a 13,8 milliards d'années, il est né. Il évolue constamment, il y aura un présent, un futur, vous voyez, donc tout cela, et tous son contenu évolue aussi. Les étoiles naissent, vivent leur vie et meurent, pas à l'échelle de 100 ans comme les vies humaines, mais sur des échelles de millions, voire de milliards d'années, vous voyez. Et donc tout évolue, et vous voyez, dans cette salle où nous parlons, nous pensons que nous sommes immobiles, mais en fait, au moment même où je parle, vous voyez, la Terre nous entraîne 30 km
par seconde autour du Soleil. Le Soleil nous entraîne à 250 km par seconde autour du centre galactique, du centre de la Voie lactée. La Voie lactée tombe à son tour vers sa compagne, qui est Andromède, à 90 km par seconde. Andromède et la Voie lactée forment le groupe local qui tombe à son tour à des centaines de kilomètres par la Vierge et ainsi de suite, vous voyez. Donc tout change et tout bouge, tout est impermanent. Au moment même où nous parlons, vous voyez, il y a des milliards de neutrinos qui traversent nos corps par seconde et dont nous ne nous rendons même pas compte. Donc tout change, tout bouge. Mais alors, vous avez dit que évidemment les étoiles naissent et puis après elles évoluent, elles meurent. Est-ce que c'est vrai aussi du réel? Est-ce que vous pensez que oui, apparemment il y a quand même une petite controverse sur la question. Est-ce que vous pensez que ce que nous appelons le réel, c'est-à-dire la totalité de tous ces univers qu'on ne peut même pas imaginer, tous ces infiniment grands et ces infiniment petits, est-ce qu'un jour ils sont apparus et par conséquent, parce que tout ce qui a un commencement a une fin, un jour, tout cela disparaîtra et nous retournerons à un vide dans lequel il ne restera plus que le souvenir. Non, nous ne retournerons pas à un vide. Bon, vous voyez, ce sont des cycles de vie et de mort, par exemple. Je vous dis, une galaxie, c'est un écosystème donc de centaines de milliards de soleils. Et ces soleils, ces étoiles naissent par l'effondrement gravitationnel de gaz interstellaires, et puis elles deviennent des étoiles, et donc elles fusionnent l'hydrogène en hélium. C'est comme ça que le Soleil brille. Elle dérive de l'énergie de la fusion nucléaire. Et puis après, donc, que le carburant d'hydrogène est fini, vous voyez, elle s'effondre, elle meurt, et le Soleil, par exemple, dans 4,5 milliards d'années, va devenir ce qu'on appelle une naine blanche. Mais d'autres étoiles plus massives vont devenir ce qu'on appelle des étoiles à neutrons ou des pulsars ou des trous noirs carrément. Rien ne peut arrêter l'effondrement de l'étoile massive. Mais donc en même temps que le cœur s'effondre, il y a une grande explosion des supernovas dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui envoie donc le gaz enrichi en éléments lourds dans le milieu interstellaire. Et vous voyez, et ce gaz, de nouveau, va s'effondrer. Donc, il y a des cycles de vie et de mort. Donc, vous voyez, c'est comme nous... Mais à l'intérieur d'un réel qui, lui, ne disparaît pas. Non. Rassurez-moi. Non, il ne disparaît pas. L'univers va continuer à devenir de plus en plus dilué, de moins en moins dense, et va se refroidir de plus en plus. Maintenant, vous voyez, c'est très froid déjà, comparé aux 10 puissance des milliards de degrés de l'instant primordial du Big Bang. Maintenant, si vous allez entre les galaxies, la température de l'espace intergalactique, c'est moins 270 degrés centigrades. Donc, vous voyez, c'est déjà très, très froid. Mais ça va, au fur et à mesure de l'expansion, l'univers va devenir de plus en plus, de moins en moins dense et de plus en plus froid. Et ça va continuer jusqu'à la fin du temps. Et donc, quand nous, par exemple, nous mourons, vous voyez, nous qui sommes poussière d'étoiles, notre corps va redevenir poussière d'étoiles, et cette poussière va être incorporée dans un autre être ou dans une autre étoile, dans une autre planète. Alors, on avait dit qu'on reviendrait sur la question de l'unification. Évidemment, on n'aura pas le temps de traiter tous les sujets que vous traitez. Je renvoie surtout que vous faites de manière très pédagogique, pas à pas, vous décrivez les expériences qui ont amené toutes ces nouveautés et qui ont développé, au fond, notre connaissance du réel d'une manière spectaculaire, je dois dire. Mais je voudrais terminer cette émission sur la notion justement d'unification. Oui. Puisque vous parlez plusieurs fois du fait que, en fait, les grandes avancées de la physique en particulier, sont des avancées qui permettent d'unifier. Oui. Et puis tout tend vers l'unité à mesure que la physique progresse. Et en même temps, naissent des nouvelles théories qui désunifient, qui ensuite doivent être à nouveau réunifiées, si j'ose dire, puisque la théorie quantique a l'air d'être contradictoire avec la relativité, mais voilà, les deux choses désunifient ce qui avait été unifié, puis à nouveau il faut tendre vers l'unité. Oui.
Mais le mouvement principal, c'est quand même l'unification. C'est quand même l'unification, voilà. Oui. Donc c'est la quête de l'unification. Tout à fait. Est-ce que c'est pas ça aussi le propre du spirituel et je dirais pas le propre de la conscience humaine? Finalement, cette quête de l'unité, est-ce qu'elle ne se confond pas avec la quête de la vérité, Trinh Duan Thuan? Oui, je pense, oui. Je pense que cette quête de l'unité est un très bon guide, en fait, pour nous amener à la vérité. Et donc, vous voyez, ça a été toujours toujours le cas en science. Je vous ai dit tout à l'heure que Aristote pensait que le ciel et la terre étaient gouvernés par des lois différentes. Vous voyez que le ciel était parfait, mais le monde de l'imparfait, c'est le monde de la terre et de la lune. Newton, donc, au XVIIe siècle, en proposant sa théorie de la gravitation universelle, donc qui englobe tout l'univers, dit que c'est exactement les mêmes lois qui gouvernent le ciel et la terre. Vous voyez qui gouvernent la chute d'une pomme dans le verger ou le mouvement des planètes autour du Soleil. Et puis donc au XIXe siècle, Maxwell, vous savez, unifie l'électricité et le magnétisme qui étaient pensés être des phénomènes complètement différents. Vous voyez, donc, mais il démontre que si vous déplacez un aimant, vous générez un courant électrique, et s'il y a un courant électrique, vous générez un champ magnétique. Donc, les deux sont les mêmes, et il unifie en plus l'optique avec l'électromagnétisme, parce que il démontre que les ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de la lumière. Donc, et puis au XXe siècle, Newton pensait que au XVIIe siècle, Newton pensait que le temps et l'espace étaient des entités séparées, qui étaient vivaient des vies complètement séparées. Einstein, au XXe siècle, démontre que ça forme un couple bien uni. Vous voyez, si vous allez proche de la vitesse de la lumière, où vous êtes dans un champ gravitationnel très fort, le temps ralentit et l'espace se contracte, mais du même facteur. Donc, ils forment un couple bien soudé. Le temps-espace, c'est le couple à 4 dimensions maintenant, les 3 dimensions de l'espace et la dimension temporelle. Et puis maintenant, vous voyez... on attend la réunification. On attend l'unification du tout parce qu'il y a 4 forces fondamentales. Donc, la force de gravité dont je vais parler tout à l'heure, qui est la base de la gravité, la théorie de la relativité d'Einstein. Et puis les 3 autres forces, la force électromagnétique et les 2 forces nucléaires fortes et faibles. Alors, on a déjà unifié la force électromagnétique avec la force faible. Alors, on a trouvé la particule qui fait le joint entre les deux. Et donc, mais ce qui reste, c'est unifier la force de gravité avec les 3 autres forces. Donc, faire une théorie de la gravité quantique. Donc, on ne sait pas encore. Ça, c'est le Graal de la physique contemporaine. Et vous d'ailleurs, à la fin de votre ouvrage, vous commentez cette image de la plénitude et de l'unité ou de l'unicité de tout ce qui est dans l'image du yin et du yang qui sont complémentaires. Et il y a toujours du blanc dans du noir et du noir dans du blanc, ce qui est dans une forme sphérique bien sûr, qui permet, dans un cercle en fait, qui permet de faire allusion en fait à cette unité que nous cherchons. Merci beaucoup Trinh Duan Thuan d'être venu nous éclairer sur des questions, ma foi, assez complexes. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La plénitude du vide, paru aux éditions Albin Michel. C'était les discussions du soir par Lily Anvar. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Julien Douminc.